Si on y arrive avant la grande catastrophe, j'en serai le premier heureux, mais je ne suis pas sûr. Parce que on est aujourd'hui, si on examine les différents facteurs de cette société, on accumule à peu près tous les facteurs de l'effondrement. On a étudié ces situations par rapport à des civilisations passées, et notamment Jared Diamond, qui est un Américain qui a collationné différentes études à ce sujet, et qui a étudié comment se sont passés certains effondrements de civilisation. L'île de Pâques, hein, tout d'un coup on a retrouvé une population complètement désorganisée, appauvrie, etc. Les Vikings du Groenland. Il y a beaucoup de populations, les Mayas, qui à un moment donné, il y a eu un effondrement de civilisation. Angkor aussi, cette magnifique civilisation basée sur la distribution de l'eau. Il y a eu, ça a duré je crois 700 ans, hein, c'est une super civilisation. Et tout d'un coup il y a eu un effondrement, et on retrouve aujourd'hui plus que des ruines. Et c'est exactement ce qui va se passer avec notre civilisation occidentale, avec en plus, le pire, c'est que quand une civilisation ancienne s'écroulait, c'était un lieu, un endroit, il n'y avait pas de pollution, il restait des cailloux, et puis deux, trois choses. Nous, ça va être pire, parce que ça va être sur l'ensemble de la planète, il y aura des couches de saloperie qu'on va accumuler, un peu de radioactivité, un peu de produits chimiques, et puis ça va être l'ensemble. Donc il y aura un plus gros effondrement. Et dans ces effondrements, on a remarqué qu'il y avait toujours à peu près 5 facteurs qui entraient en compte pour ça. En général, il y avait une augmentation de la population, c'est-à-dire des besoins de nourriture ou de ressources. Et puis, il y avait une diminution des ressources. À cause de cette augmentation de la population ou de changement d'habitude, de consommation, etc., il fallait augmenter la production. Par exemple, à l'île de Pâques, on a défriché pour faire de la culture, et puis on a augmenté la culture, puis on a fini par épuiser les sols. Et souvent, et ça c'est assez intéressant, dans le passé, il y a eu en plus un changement climatique, naturel. Il y a des périodes de trop de pluie, trop de sécheresse, etc. Et des fois des petites fluctuations de climat dans des sociétés qui étaient déjà au maximum de l'utilisation de leurs ressources ont suffi pour créer un effondrement et que la société s'écroule. Il y avait des questions d'échange souvent. Et puis, dernier facteur, c'est qu'en général, on constate qu'au moment où la société est au bord du précipice, il y aurait peut-être encore des décisions à prendre pour sauver la situation. Et d'une manière systématique, on prend les décisions inverses. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on va faire en sorte de consommer moins, de mieux répartir, d'être plus solidaire, de sauver les derniers arbres, etc. Non. À l'île de Pâques, on est allé couper les derniers arbres pour pouvoir créer des socles pour ces fameuses statues de l'île de Pâques, qui sont magnifiques. Mais c'était des statues, c'est des statues de clans. Et la pauvreté arrivant, il y avait eu plus de tensions entre les clans, et il a fallu démontrer qu'on était les plus forts. Et on a été couper les derniers arbres pour rouler les grosses pierres jusqu'au bord de la mer pour faire ces statues. Et dans toutes les sociétés, on arrive à ça. Et on a l'impression que chez nous, on est exactement en train de faire ça. C'est-à-dire plutôt de dire, on va essayer de revenir à une vie plus simple, à favoriser la culture locale, les jardins, à boire le vin du voisin. Pour prendre ces petits exemples qu'on a utilisés ce soir, on est en train de faire l'inverse. Pour relancer l'économie, on va ouvrir les frontières. On est en train de négocier avec les Chinois pour pouvoir importer des cochons de Chine, vous vous rendez compte? Il y en a 3000 dans je ne sais plus quel fleuve qui ont crevé là-bas. Et on est en train d'essayer de permettre aux Chinois de vendre du cochon en Suisse. Ils ont 1,3 milliard d'habitants, dont la moitié crève de faim. Non, ils vont exporter du cochon en Suisse. Bon, on fera passer un ou deux chevaux là, entre deux. Hein. Au lieu de se dire non, on va avoir un autre modèle de développement, essayer d'être beaucoup plus autonome chez nous, mais aussi que les Chinois adoptent certaines, ou reviennent à certaines méthodes anciennes. On est en train de précipiter et avec ce slogan, la croissance, la consommation. Donc on ne va pas éviter cet effondrement si on ne change pas fondamentalement. Et moi j'ai perdu un peu espoir dans la politique, parce que finalement la politique, je ne parle pas d'une politique comme celle-ci, mais les politiciens sont l'émanation de la société, ils sont le reflet de la société, et si la société ne change pas profondément, eh bien on ne va pas adopter
les bonnes mesures politiques pour changer. Raison pour laquelle je trouve qu'il est vraiment très très intéressant d'adopter des positions, quand on le peut, qui soient en contradiction avec cette société. Et là, ce sont plus des exemples tout à fait concrets de ça. De dire non, on refuse, on fait de la résistance. Tout le monde ne peut pas être un héros, mais enfin, là on peut toujours faire des petites choses pour dire on veut une autre société, on peut déjà aussi en parler, on peut signer des initiatives, on peut faire des paniers de producteurs locaux. Ce sont des choses extrêmement positives, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Et puis, il y a les questions aussi des valeurs que l'on défend. Oser dire non, pas moi. J'étais très frappé l'autre jour. J'ai une certaine attitude critique vis-à-vis du sport-spectacle. Le sport est une excellente chose, mais ce sport business qu'on nous offre est quand même va dans le sens de cette dérive de la société. Et quand on voit l'autre jour cet accident terrible, est arrivé ce jeune gars qui est handicapé à vie, mais ça a été provoqué, je veux dire. C'est pas le type qui lui a fonté dedans qui est coupable. C'est un système qui veut toujours aller plus loin, plus fort, faire du spectacle, au lieu de s'occuper, de faire du sport pour le bien de son corps, et puis de faire un peu pourquoi pas du hockey, mais sans forcément casser le voisin. Donc dans tous les éléments modernes, on a toujours cette tendance de vouloir plus, compétition, plus fort, plus grand, plus riche. Essayer de revenir à des choses plus simples, dans sa propre vie, avec ses voisins, être plus attentifs les uns aux autres. Et puis quand je me pose la question de ces valeurs, au fond, qui pourraient transformer la société, je me dis, mais d'abord, elles sont universelles, elles sont de toujours, et elles sont toutes simples. C'est des valeurs de respect. Prenez simplement ce mot du respect. Si chaque matin en se levant, on se dit, mais aujourd'hui, les gens que je vais rencontrer, les situations que je vais rencontrer, je vais respecter. Je vais me mettre en situation de créer un lien et de respecter la personne qui est en face de moi, qu'elle soit de mon avis ou pas, qu'elle soit de ma couleur ou pas. Et puis, une certaine humilité aussi, de reconnaître, et ça c'est un peu un défaut de cette société de l'hubris, c'est de penser que l'humain est tellement puissant, tellement fort, on est au-dessus de tout, on est vraiment l'espèce qui doit dominer ce monde, et bien un peu d'humilité et de se réinsérer dans la réalité de ce que nous sommes, des êtres vivants un peu particuliers, avec de la raison, avec des capacités certainement particulières et exceptionnelles, mais qui font partie d'une famille écologique, d'une famille biologique, qui est aussi importante que nous, voire plus importante que nous, et dont nous dépendons, nous avons souvent oublié cela, que nous dépendons matériellement, mais aussi psychologiquement, spirituellement, de ce monde qui nous entoure, de cette diversité. Quelques valeurs comme cela, bien sûr le partage, la solidarité. Et si on mettait au sommet de notre Constitution ces quelques valeurs, je pense et qu'on les appliquait vraiment, on n'aurait plus besoin de beaucoup de lois, on n'aurait même plus besoin de faire du protectionnisme. Ce serait évident qu'on irait acheter des bouteilles de vin chez le voisin, qu'on prendrait des paniers locaux, qu'on s'occuperait des réfugiés qui sont dessous, etc., etc., etc. Ce ne serait pas du sacrifice, ce ne serait pas du dévouement, ce serait une évidence de vivre dans un monde de solidarité. Mais l'idéologie dominante nous a sortis de ça, a fait chacune d'entre nous des compétiteurs avec cette idéologie de la croissance qui devrait apporter le bonheur sur Terre alors qu'elle est en train de préparer l'enfer. Voilà quelques réflexions, on touche à des domaines extrêmement importants, extrêmement vastes. Et effectivement, Philippe a montré tout à l'heure ce livre qui est le résultat d'un colloque que nous avons conduit avec l'Université de Lausanne, et on va continuer à travailler sur ces questions, à étudier d'une part des modèles du passé, comment est-ce qu'on, dans des situations de crise, les choses se sont passées, notamment un premier chapitre sur la chute de l'Empire romain qui est passionnant, où on voit qu'au moment où l'Empire romain était en train de s'effondrer, ça a duré des siècles, des gens, même parmi les plus importants de l'Empire, des préfets, etc., se sont retirés et ont créé des monastères pour remettre en vie des valeurs essentielles de sobriété, de pauvreté, de solidarité et des valeurs morales. Et on a des exemples tout au cours de l'histoire de ce genre d'initiative auxquelles on peut réfléchir parce que je pense que c'est le moment pour nous de réaliser ce genre de choses pour préparer encore une fois la civilisation qui doit se relever des cendres de la nôtre. Encore une fois,
fois, je serais bien heureux qu'on arrive à éviter la dernière des catastrophes, mais j'ai quelques doutes là-dessus, raison pour laquelle je me concentre aujourd'hui sur les réflexions et en essayant de vivre aussi moi-même le mieux possible en accord avec ces valeurs. Voilà, ces quelques réflexions pour continuer le débat peut-être de tout à l'heure.